Et pour éviter que le destin de l'Ukraine et peut-être d'une partie de l'Europe ne se décide sans eux, les autres membres de l'OTAN se sont donné rendez-vous à Paris ce mercredi, 2 jours après une première réunion, cette fois en comité restreint. Sommet d'urgence à l'initiative de la France. Alors qu'on l'apprend ce soir, Emmanuel Macron accompagnera le Premier ministre britannique Keir Starmer, dont la visite à la Maison-Blanche est prévue la semaine prochaine. Pour en parler avec nous, Frédéric Moreau, avocat, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions de défense européenne. Bonjour Frédéric Moreau. Bonsoir. Cette visite d'Emmanuel Macron qui décide donc d'accompagner Keir Starmer à la Maison-Blanche, elle est urgente d'après vous, compte tenu des dernières déclarations de Donald Trump ? Urgente, oui. Est-ce qu'elle sera utile? Très sincèrement, j'en doute. C'est c'est le monde à l'envers, quoi. Jusqu'à présent, les saillies du président Trump étaient juste ridicules. La preuve d'un homme maladivement égotique. Aujourd'hui, on sombre dans l'indignité la plus totale, quoi. Hein. Enfin, voilà. Il faudrait demander à Donald Trump si la guerre d'indépendance des États-Unis était ridicule et pourquoi les pères fondateurs l'ont pas arrêté tout de suite lorsque leur pays était envahi. C'est là, on ne sait plus quoi penser, quoi. Hein. C'est véritablement le renversement d'un monde. Ce qui conduit en tout cas les Européens à être obligés d'envisager par eux-mêmes de suppléer aux besoins des Ukrainiens. Il est question de 7 milliards d'euros d'armement, 1,5 million d'obus qui pourraient être envoyés rapidement aux Ukrainiens. C'est de nature à changer la donne d'après vous ? Alors ce n'est pas de nature à changer la donne, mais bon, rappelons déjà que les Européens, contrairement à ce que dit M. Trump, font beaucoup plus que les Américains en matière d'aide à l'Ukraine, que ce soit en matière d'aide financière ou que ce soit même en matière d'aide militaire. Bon, les armements ne sont pas tout à fait équivalents, c'est vrai, mais quand on y réfléchit bien, les armements les plus avancés, on va dire, ont été fournis par les Européens. Je pense aux avions de combat F-16 et Mirage 2000-5. Ils ont été fournis par les Européens, ils n'ont pas été fournis par les Américains. La France et le Royaume-Uni ont fourni des missiles de croisière qui se sont révélés d'une redoutable efficacité sur le champ de bataille ukrainien. Donc, je crois que là, Trump... on ne sait pas ce qu'il a, quoi. Est-ce qu'il a perdu la raison? Est-ce qu'il est tenu par les Russes? Qu'est-ce qui lui arrive? À quoi joue-t-il, quoi? On comprend de ses déclarations, en tout cas, qu'il n'aidera plus les Ukrainiens, puisqu'il va même jusqu'à signifier que Volodymyr Zelensky aurait pu détourner même une partie de ce qu'il estimait être, lui, les 350 milliards de dollars d'aide américaine à l'Ukraine. À quoi bon, dans ces conditions, envoyer un émissaire comme Keith Kellogg aujourd'hui à Kiev? Écoutez, on savait que Trump était un menteur invétéré. C'est du reste un point commun qu'il a avec Vladimir Poutine. Hein. Ce sont tous les deux des menteurs invétérés. C'est la deuxième marque de fabrique de Donald Trump. Il trahit toujours les siens. Il a trahi les Européens lors de la signature de l'accord sur le nucléaire en Iran. Il a trahi le gouvernement afghan qu'il a abandonné en rose campagne. Il a trahi avec indignité les Kurdes de Syrie. Mais maintenant, il trahit les Ukrainiens. C'est quelqu'un dont la marque, c'est un traître, un capitulard. Il mériterait le prix Chamberlain. Je ne sais pas quelles sont ses accointances avec Poutine. Enfin, on est bien forcé de se poser des questions. On sait que la mafia russe avait racheté des appartements dans la Trump Tower. Ça a été prouvé. Maintenant, quels sont les leviers de Vladimir Poutine sur Donald Trump? On n'en sait rien, mais c'est complètement démentiel, quoi. Hein. En tout cas, il fait exploser le lien transatlantique. Parce qu'on sait dorénavant que nous, Européens, on ne pourra pas compter sur les Américains, quoi qu'il arrive. En tout cas, pas sur ce président-là. Parmi les plus inquiets en Europe, on le voit aujourd'hui, les États baltes en première ligne et puis aussi les pays scandinaves. On l'a entendu aujourd'hui, de la Suède, l'issue de la guerre en Ukraine façonnera la sécurité européenne pour les générations à venir, estime Stockholm, tandis que le Danemark, lui, va allouer près de 7 milliards d'euros supplémentaires pour sa défense dans les 2 prochaines années. C'est 3% du PIB, après notamment des informations de ses propres services de renseignement qui anticipent une guerre dans les 5 ans en Europe. Ils ont raison d'être aussi inquiets?
Oui, ils ont raison d'être aussi inquiets, mais il faut bien évaluer la nature de la menace. Il faut arrêter de compter les dollars. C'est d'un ridicule achevé. On ne peut pas se comparer aux Américains parce que les États membres de l'Union européenne n'envisagent pas d'acquérir la suprématie, la primacy mondiale. Il faut se comparer à la nature de la menace. Tous ensemble, les Européens dépensaient l'an dernier 333 milliards d'euros face à un pays qui nous disait l'année dernière, le IISS de Londres, hein, le International Institute for Strategic Studies, 73 millions de dollars. Bon, si nous avons tous peur d'un pays qui dépense 3 fois moins que nous, c'est que bien que le problème n'est pas dans le volume de la dépense, mais dans la structure de la dépense. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas additionner les forces des États européens. Le Danemark peut tripler son budget, mais de même que les pays baltes, ça ne suffira pas à conjurer la menace russe. D'autant que cette menace russe, elle a 2 caractéristiques fondamentales. La première, c'est qu'elle est d'abord et avant tout hybride. C'est pas seulement les câbles sous-marins sectionnés, la désinformation, etc. C'est faire en sorte pour le Kremlin de pousser des gouvernements européens, de l'Union européenne, ouvertement contre l'Union européenne, comme ce qui s'est passé en Roumanie de tout récemment, ce qui avait failli se passer en France en 2017, etc., etc. Du reste, les Américains poussent maintenant dans le même sens. Quand on voit un Elon Musk soutenir le parti nazi, on se pince. Bon, l'AfD en Allemagne, oui. L'AfD en Allemagne, oui. D'une part, elle est hybride, et d'autre part, elle est sous parapluie nucléaire. C'est ce qu'on appelle la sanctuarisation agressive. Je ne vais pas développer ici. Non, parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement, Frédéric Moreau. Il faut arriver au terme de cet entretien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous sur France 24 pour revenir sur ces déclarations aujourd'hui de Donald Trump.